Mais alors, que dire en cette rentrée 2015, sinon que notre université, mais nous le savons, nous l'évoquons régulièrement au sein de notre conseil d'administration que Dominique vient d'évoquer, notre université évolue dans un monde complexe, incertain, parfois même insaisissable. Parmi les contraintes de l'action pèse notamment le pilotage donc public de l'enseignement supérieur et de la recherche qui, sur un certain nombre de sujets importants pour nous, l'accueil des étudiants, les moyens alloués aux établissements, la répartition de ces moyens alloués, nous l'avons évoqué à demi-mot, le modèle de structuration de l'enseignement supérieur et de la recherche, eh bien, sur tous ces sujets, les discours aujourd'hui ne convergent pas nécessairement. En particulier, il y a eu ces dernières années un raisonnement qui s'est développé, un raisonnement normatif qui prône la concentration pour la concentration. Concentration en interne, où l'on nous explique que les composantes devraient disparaître, que les unités de recherche devraient devenir des unités de très grande taille, et donc voir leur nombre très fortement diminuer, et une concentration externe qui prône la fusion générale des établissements. Bon, comme vous le savez, je n'ai jamais été favorable à ce type de raisonnement. Je ne le suis pas davantage aujourd'hui, et ce soir en particulier, ce qui n'étonnera personne. Bon, ce mode de raisonnement, je l'ai dénoncé à travers un certain nombre de textes qui ont été rendus publics. 23 présidents d'universités ont signé ces textes-là, et j'ai plaisir à vous annoncer ce soir que désormais nous sommes 28 présidents d'universités sur cette ligne, c'est-à-dire presque la moitié des présidents d'universités, en tout cas plus de la moitié des présidents d'universités françaises non métropolitaines se retrouvent aujourd'hui sur cette analyse de la situation. Donc nous ne sommes pas seuls, contrairement à ce que l'on a souhaité nous faire croire à un certain moment. Bon, donc difficultés liées à ce contexte, difficultés également internes, il ne faut pas le cacher. L'université Savoie-Mont-Blanc est une université qui n'est pas facile à gérer. C'est une université pluridisciplinaire, donc avec des philosophies diverses et variées qui peuvent s'exprimer à partir de nos champs disciplinaires respectifs. C'est une université qui se développe sur 2 départements, qui se développe sur 3 campus. Donc il convient de rendre compatibles au quotidien les registres stratégiques des uns et des autres. Je me rappelle d'ailleurs d'un président de conseil à l'époque générale qui m'accueillait petit matin, nous avions une réunion très tôt et qui me disait « J'ai un métier absolument formidable, tous les matins j'arrive et mon conseil est à reconstruire. » Donc sans doute que certains auront reconnu de qui je souhaite parler. Bon, cette université, elle n'est pas simple à gérer également parce qu'elle ne possède pas plus de moyens qu'autrefois, mais ses effectifs ont considérablement progressé. En ce début d'année, nous pouvons annoncer avec certitude que l'université Savoie-Mont-Blanc aura entre 14 000 et 14 500 étudiants. Au jour le jour, nous avons plus de 1000 étudiants supplémentaires par rapport donc à l'an passé. Nous aurions pu en avoir plus. Nous aurions pu en avoir plus en tout un ensemble de limitations. Nous avons des limitations, on va dire, structurelles liées à nos IUT, à nos 2 IUT. Un certain nombre de départements ont un nombre de demandes absolument considérable par rapport à l'offre. Notre école d'ingénieurs également est dans ce cas. Et tout un ensemble, d'ailleurs, d'autres formations doivent s'imposer des limitations d'effectifs. Donc le vrai chiffre, fondamentalement, si nous avions les moyens d'y faire face, serait sans doute beaucoup plus de 17 000 ou de 18 000 étudiants que de 14 à 15 000. Vous le savez, cela fait l'actualité. Il y a actuellement un nouveau boom démographique. Il y a des effectifs qui progressent un peu partout en France, 65 000 étudiants supplémentaires au niveau national, et on nous annonce d'ores et déjà, environ pour 2020, pour notre université Savoie-Mont-Blanc, environ 20 000 étudiants. Je rappelle que 20 000 étudiants, il y a peu de temps, il y a 4 à 5 années de cela, c'était des grandes universités au niveau national qui accueillaient un nombre de cet ordre. Donc notre université a changé et va continuer de changer de dimension dans les années qui viennent.
Alors cette attractivité, elle est à mettre en relation avec le dynamisme global, dynamisme économique, dynamisme démographique des pays de Savoie, mais également à mettre en relation par le travail absolument remarquable réalisé par l'ensemble des personnels de notre université et grâce au soutien donc de nos partenaires. Ce travail remarquable, on pourrait l'illustrer par un certain nombre de résultats. Philippe Gallez, notre vice-président formation, les rappelait il y a quelques instants, des chiffres nationaux qui ne relèvent pas de notre université. Nous sommes classés 3e au niveau national pour la réussite en licence. Nous sommes classés en 11e position pour celle qui concerne les masters. Les chiffres de la professionnalisation à 30 mois sont sortis 94%, des taux particulièrement élevés, avec des taux de réponse également qui sont très élevés. Et ce que j'ai remarqué aussi autour de ce 94%, c'est la très forte homogénéité de ces chiffres. C'est-à-dire que nous soyons dans des composantes dites professionnalisantes ou non, ces chiffres sont très proches les uns des autres. Il faut dire, il est vrai, qu'au fur et à mesure où on se rapproche de la barre des 100%, nécessairement, à la fois, les progrès sont plus difficiles et nécessairement, il y a également homogénéité des résultats. Donc, ce dynamisme, comme je vous le disais, il est soutenu incontestablement par l'État. Bon, l'essentiel de nos ressources proviennent de l'État, mais de plus en plus, d'année en année, par d'autres ressources qui viennent en particulier des territoires. Et là, ce soir, j'ai plaisir à vous indiquer que, eh bien, notre budget en provenance de la région Rhône-Alpes a été préservé pour la 3e année consécutive. La région baisse ses subventions aux universités, sauf pour une université, l'université Savoie-Mont-Blanc. La baisse moyenne cette année a été de 8%. Nous avons maintenu notre dotation. Signaler évidemment la dotation APS. La dotation APS est restée également la même en dépit de contraintes budgétaires extrêmement fortes qui s'exercent sur les collectivités territoriales. Et non seulement ce contrat a été maintenu, mais il a même été amplifié par une nouvelle aide à la création d'une fondation universitaire dont nous aurons l'occasion de reparler dans les mois qui viennent, puisque cette fondation devrait voir le jour donc d'ici la fin de l'année. Et donc, notre club des entreprises, l'Assemblée des Pays de Savoie seront les membres fondateurs aux côtés de l'université de cette fondation. Donc, grand merci à eux. Et également, autre résultat remarquable, la progression de la collecte de la taxe d'apprentissage. Vous le savez, il y a une réforme de la taxe d'apprentissage et au niveau national, les universités en ont fait les frais puisqu'on observe une baisse de 30% de la collecte de cette taxe d'apprentissage. L'université Savoie-Mont-Blanc a connu une progression de la collecte de sa taxe d'apprentissage. Donc là encore, on retrouve ce lien fort avec le territoire. On pourrait dire la même chose, puisque Eric Weiss est là, il ne rougira pas, en tout cas on ne le verra pas, puisqu'il est dans l'obscurité. Donc pour tout ce qui a trait à la formation continue, à l'alternance qui continue à se développer à une vitesse absolument remarquable, et je sais qu'il a sans doute d'autres idées pour cette année, pour l'année qui s'ouvre et sans doute pour les années suivantes, parce qu'il est jeune. Nous pouvons également, lui, aurais-je tendance à dire, nous pouvons également évoquer, comme Dominique l'a fait, l'obtention d'un CPER absolument remarquable au niveau régional. Peu d'universités, voire pas d'universités, aucune université n'a obtenu un CPER comparable. CPER qui nous permettra de construire un certain nombre de bâtiments. On pourrait même rajouter d'ailleurs un lieu de vie pour les étudiants sur le site d'Annecy-le-Vieux, mais également un CPER recherche. CPER recherche, ce qui est beaucoup plus intéressant puisque notre université a obtenu quasiment les 2/3 donc des fonds des CPER recherche autour de 3 projets. Donc un projet qui se développe ici, notamment sur notre site donc au Savoyard, qui concerne la mécatronique, e-time, dont nous aurons là aussi l'occasion de reparler. Un projet sur la montagne qui, là, concerne plutôt nos sites savoyards. Et puis également, ne l'oublions pas, puisque une DIA l'a présenté,
Nous sommes derrière la valorisation de la grotte Chauvet également, même si cela ne prend pas place dans le sous-sol des pays de Savoie, mais également un soutien financier non négligeable, 1,5 million d'euros, également pour les recherches développées notamment par le laboratoire Editem dans ce domaine-là. Voilà, donc nos relations sont très fortes avec les territoires, comme on peut le voir, et elles vont s'approfondir encore avec la mise en place d'un schéma local de l'enseignement supérieur et la recherche, qui va prendre la suite du simple contrat APS que nous avions jusqu'alors et qui va nous permettre véritablement d'avoir des stratégies approfondies, partagées sur la base d'objectifs entre ces territoires et nous-mêmes. Dans le cadre de notre relation évidemment assidue avec notre ministère de tutelle, vous le savez, nous l'avons dit précédemment, eh bien c'est la grande année de l'accréditation, puisque nous sommes un établissement de la vague A. Donc les dossiers d'accréditation ont été remontés. Le projet d'établissement qui doit s'écrire en parallèle avec le projet de site, là également, est en phase de finalisation. Et la négociation avec le ministère s'annonce sous de bons auspices, puisque nous avons notamment réussi à réaliser avant bien d'autres établissements, avant la plupart même des autres établissements, à la fois une cartographie des personnels, mais aussi une cartographie des activités. Vous savez que nous sommes même le seul établissement en France à avoir réalisé une cartographie donc, des activités 2014. Et l'inspection générale, d'ailleurs, viendra nous rendre visite dans quelques semaines sur ce sujet. Je rajouterai, et là encore avec plaisir, que la qualité des dossiers d'accréditation que nous avons remontés a été remarquée, puisque nous étions à la DGCIP, l'ensemble des établissements de la vague A, la semaine dernière, et j'ai eu le plaisir d'entendre que les dossiers qui avaient été le plus remarqués, dont la qualité a été le plus appréciée, sont les dossiers de notre université. Donc là encore, félicitations à tous ceux, à l'ensemble des collègues, des services et des vice-présidents qui ont travaillé à ces dossiers-là. Bon, notre université, évidemment, va avoir des projets tout au long de cette année. Dans le domaine des ressources humaines, elle continuera à faire reculer la précarité, ce qu'elle fait depuis 2012. Les personnels disposeront d'un médecin du travail. Là, c'est une grande nouveauté. Ce n'était pas facile à parvenir à ce résultat, mais nous y sommes parvenus. Et puis également, université responsable. L'université Savoie-Mont-Blanc va créer la cellule Rebondir. Là encore, c'est Eric qui est là derrière. C'est une cellule de progression sociale et de formation tout au long de la vie avec un ensemble de partenaires extérieurs. Donc, incontestablement, c'est une université qui souhaite répondre aux enjeux et aux défis que porte aujourd'hui donc la société. Par ailleurs, nous recourons maintenant depuis quelques semaines au système de Pôle emploi. Donc, nos unités de formation, mais surtout nos unités de recherche n'auront plus le souci de la prise en charge des ARE et vont pouvoir de la sorte se libérer non seulement l'esprit, mais même une partie de leur budget de la sorte. Bon, ce même souci de fluidification et de simplification, vous le retrouverez, je m'y engage, dans la mise en place de la GBCP qui va s'imposer à nous, puisque cette GBCP qui, sous ce sigle barbare, renvoie à un certain nombre de normes financières et comptables, nous la mettrons ensemble en place de manière partagée. Rien ne sera imposé. En ce qui concerne les travaux, eh bien, nous en parlions avec Alain Caraco et tout son staff qui était là, qui l'entourait. Donc les travaux de la bibliothèque universitaire d'Annecy sont bien engagés, comme on peut le voir sur ce site. Les travaux du nouveau Polytech sur le Bourget également s'engagent dans le cadre de ce mois de septembre. Et puis nous avons reçu également d'excellentes nouvelles pour la 4e L de l'IUT de Chambéry. Donc tous les travaux prévus sont bien là et puis vont rapidement s'engager. Donc ceux qui ont été annoncés dans le cadre du CPER et dans le cadre du programme immobilier prioritaire. Par ailleurs, il y avait un petit point de détail qui était les frais de fonctionnement d'un bâtiment sur le Bourget du Lac, bâtiment qui répond au doux nom d'Hélios. Eh bien, là aussi, et là encore, nous devons remercier les élus qui ont été à nos côtés. Eh bien, ce dossier-là donc, est en voie de résolution. Donc, grand merci
pour la confiance manifestée en cette occasion. Et puis également, grand merci au rectorat, au recteur qui vient de nous quitter, qui également nous a prodigué quelques bons conseils à l'occasion sur ces dossiers-là. Et je ne doute pas que la personne qui lui succède, d'ailleurs, fera de même. Elle nous a d'ores et déjà promis, d'ailleurs, d'une visite donc, sur l'ensemble des sites de notre université. Autre dossier également qui a progressé, celui de l'Institut de la Montagne. Revenant sur un certain nombre de tentatives plus ou moins abouties, donc dirons-nous, eh bien une nouvelle convention qui allie à la fois notre université, mais le cluster montagne, ainsi que l'Assemblée des pays de Savoie et la région que l'on appellera bientôt Auvergne-Rhône-Alpes, désormais, donc va nous permettre d'aller beaucoup plus loin que précédemment dans le cadre d'une gouvernance simplifiée et sans doute d'une efficacité renforcée, mais de tout cela, nous aurons également l'occasion de reparler. Cet air qui nous distingue, puisque vous savez, c'est la formule désormais sous laquelle nous évoluons, hein, c'est la signature, comme dirait Carole. Hein. Donc cet air qui nous distingue, il faut toujours que je cite Carole hein, dans mes discours, elle me le demande, hein, sinon bon, c'est très très difficile. Voilà. Donc cet air qui nous distingue, chère Carole, donc nous la retrouvons également dans nos relations donc avec l'étranger, et en particulier avec l'étranger proche, puisque nous avons depuis quelques semaines observé un certain nombre d'avancées significatives avec des établissements suisses voisins, avec globalement l'ensemble des établissements de la HESSO, avec tout particulièrement la HESSO Genève que nous allons rencontrer donc le 16 octobre, et puisque le directeur de Polytech, Laurent Foulois, est ici présent dans la salle, ces écoles souhaitent tout particulièrement d'ailleurs travailler avec notre école Polytech Annecy-Chambéry, donc là nous nous en réjouissons. Eh bien, ces écoles, l'Université de Genève, rencontrée également encore hier soir, donc souhaite donner un nouveau tour à nos relations. Et je pense pouvoir d'ores et déjà annoncer que dans les nouveaux bâtiments annoncés par Dominique sur ce campus, eh bien, nous aurons des formations communes, nous aurons en particulier des masters communs avec l'Université de Genève, et nous sommes en train de mettre en place un accord où chaque année, nous aurons une formation supplémentaire partagée avec nos amis suisses, comme nous aurons chaque année également un programme de recherche supplémentaire partagé donc avec nos amis genevois. Bon, tout cela sera soutenu par d'autres actions. Thierry Villemain donc, continue d'organiser la semaine, enfin même plus que la semaine, d'ailleurs l'école internationale d'été à Évian, deuxième édition cette année, une troisième va suivre. Il va organiser également dans quelques jours donc, la première semaine de l'international. Il s'occupe de l'attribution prochaine de doctorat honoris causa. Il suit également de très près la mise en place d'une résidence internationale dans l'agglomération de Chambéry. Et puis, il y aura donc ce bâtiment dédié aux formations internationales donc, sur le campus d'Annecy. Donc, une action à l'international, là encore, qui prend un nouveau tour. Comme nous l'avons déjà dit, autre nouveauté de cette année universitaire, la création de la fondation. Avec le soutien du Club des entreprises, avec le soutien donc, de l'APS, les choses donc, sont bien engagées. Cette fondation nous permettra d'amplifier significativement les relations entre l'université et les entreprises. Les entreprises ont beaucoup à trouver au sein de l'université. L'université a beaucoup à trouver également au sein des entreprises. Donc il y a là un enrichissement mutuel que nous devons donc faire progresser. Nous avions un petit peu de retard par rapport aux grands établissements régionaux dans ce domaine. Le retard va être très rapidement rattrapé. Donc c'est un symbole au milieu de tout un ensemble d'autres actions menées notamment à travers le club. Il y avait le raid de l'innovation, Rachel nous a représenté, là encore, il y a quelques jours, avec OSV notamment, qui souhaite davantage s'impliquer. Et puis il y a toutes les initiatives autour de la French Tech, nous en parlions encore ce matin.
qu'elle soit à Annecy, l'inauguration prochaine des papeteries, lundi soir, ou qu'elle soit également en Savoie, sur le site du Bourget-du-Lac. Donc, nous avons de très très belles choses à réaliser donc, ensemble. Autre bonne nouvelle également, de nouveaux financements qui devraient nous parvenir pour nos équipes de formation, pour nos équipes de recherche, autour de l'IDEX. Vous savez qu'il y a eu des discussions très difficiles, puisqu'on demandait à notre université de fusionner pour pouvoir participer donc à l'IDEX, ce que notre conseil d'administration, dans sa grande sagesse, avait refusé à l'unanimité, tout en votant très très largement en faveur du projet scientifique. Donc, grâce à un certain nombre de soutiens que nous ne citerons pas, mais que nous souhaitons remercier ce soir, eh bien, ce projet IDEX, la discussion autour du projet IDEX est en train de reprendre, et nous devrions, dans les jours qui viennent, en tout cas nécessairement avant le 22 octobre, puisque c'est la date de remise du dossier, donc apparaître désormais en tant que partenaire extérieur, c'est-à-dire que nous n'aurons pas à fusionner comme le prévoit ni à 6 mois, ni à 5 ans, ni à 10 ans avec les établissements grenoblois, mais nos collègues pourront participer au projet, nos unités de formation et nos laboratoires de recherche pourront obtenir des financements donc de cet IDEX, si cet IDEX, bien entendu, est obtenu, puisque pour l'instant, il ne s'agit bien évidemment que d'un projet. N'oublions pas également qu'il y a un IDEX 3 qui a été annoncé, et quand vous lisez les premières lignes de ce que l'on peut connaître aujourd'hui autour de cet IDEX 3, on nous dit très clairement que c'est autour de la diffusion des savoirs et des technologies, que c'est autour des thèmes de l'innovation que cet IDEX se mettra en place, que la relation à l'entreprise sera tout particulièrement importante dans les dossiers qui seront déposés. Autant d'éléments qui nous laissent à penser, et d'ailleurs la DGCIP elle-même en a parlé, qu'une candidature de l'Université Savoie-Mont-Blanc est vivement attendue à cet IDEX 3. Donc nous allons trouver la place tout à fait normale qui nous revient au sein de ce programme d'investissement d'avenir. Bon, fort de ces nouveaux atouts, et je pense que vous partagez cette idée, la capacité stratégique de notre université doit être préservée. Notre capacité à décider pour nous-mêmes. Notre stratégie, elle doit rester fidèle à notre identité, elle doit rester fidèle à nos valeurs. Un important travail a été réalisé tout au long de l'année, a été rappelé dans le petit film que vous avez vu donc sur ce sujet. Ce sont ces valeurs qui font notre solidité, cette solidité qui permet de ne pas nous laisser emporter par le torrent des idées à la mode, parce que nous sommes en pays de montagne, donc il y a nécessairement des torrents, par des visions standardisées ou par des postures de conformité. Notre culture donne du sens à nos ambitions légitimes. Et notre stratégie s'inscrit dans notre environnement académique bien entendu, mais elle trace un chemin qui nous est propre. À l'extérieur, en effet, notre position est connue. Une concurrence qui stimule, une coopération qui renforce, une solidarité qui unit. Au sein de l'Académie, nous avons négocié un statut d'associé renforcé au sein de la commu UGA. Ce statut donc a été publié au mois de septembre au journal officiel. Il nous reste maintenant à le conforter en attendant une probable dissipation de la commu vers 2020, puisque c'est cette date qui est indiquée d'ailleurs dans le projet d'IDEX qui est déposé. Donc la commu apparaît comme étant un objet transitoire. Donc dans ce cadre-là, dans ce cadre académique, il s'agira pour nous de faire vivre des stratégies partagées dans le domaine de la formation, dans le domaine de la recherche. Donc la coordination des stratégies est une évidence pour nous. C'est d'ailleurs le projet que nous avions défendu dès 2012, une grande université pluridisciplinaire à Grenoble, qui va voir le jour au 1er janvier 2016, et une université de taille plus modeste en Pays de Savoie. Taille plus modeste, d'ailleurs, cette formule pourrait être relativisée à l'aune des chiffres que nous avons donnés, puisque actuellement, les 3 universités grenobloises, c'est environ 40 000 étudiants. Par rapport à l'objectif des 20 000 étudiants pour notre université, ce n'est qu'un rapport de 1 à 2
entre ces deux établissements, ce qui existe sur très peu de sites ailleurs en France. En interne, eh bien, il importe qu'à tous les niveaux soit assurée à la fois l'intégration nécessaire, mais aussi la différenciation. Là aussi. C'est un couple gage d'efficience. Notre université, en effet, est composée d'entités, mais j'aurais tendance à dire surtout d'individus très divers, parce que un universitaire, évidemment, c'est quelqu'un pour qui le mot liberté est absolument essentiel. Donc, dans une université, la conformité absolue, si l'on souhaitait l'imposer, évidemment, ce serait un rude challenge. Je crois que là, on peut abandonner même cette idée immédiatement. C'est une mission impossible. Donc, il nous faut aller vers un autre modèle. Il nous faut aller vers un modèle hétérarchique. Ce modèle hétérarchique, c'est un réseau de coopération, tout simplement en interne. Chaque partie doit prendre en compte les logiques et les rationalités des autres parties. L'écoute mutuelle est absolument indispensable pour participer au climat de confiance qui seul peut nous permettre d'aller et de réaliser une action commune. C'est cet esprit que j'ai demandé à Christelle Bonato, ici présente, notre nouvelle directrice générale des services, d'insuffler dans l'ensemble de cet établissement. Et je crois que tous ceux qui la connaissent, tous ceux qui connaissent son parcours professionnel au sein de notre établissement, savent que si c'est un pari, c'est un vrai pari, c'est bien la personne qui, au sein de notre maison, est capable de le mener à bien. Donc les années qui s'annoncent seront des années de changement, ne seront pas des années faciles. Elles ne seront pas faciles parce que rien n'est jamais acquis. Même les dossiers qui semblent bien engagés, il faut les mener véritablement à leur terme avant de pouvoir s'en réjouir, parce que les dossiers deviennent de plus en plus complexes, parce que les financements publics, et là je crois que les représentants des territoires ne me démentiront pas, deviennent également de plus en plus difficiles à obtenir, mais également parce que, comme nous l'avons dit, le choc démographique est là. Pour autant, nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix, l'inspecteur général Bézagu nous l'avait dit, votre université, elle sait qu'elle doit avancer. Donc elle sait qu'elle doit avancer, elle continuera d'avancer, unie dans la continuité des politiques pratiquées et dans la stabilité, parce qu'il n'y a pas d'autre solution, de toute façon, pour elle au regard des défis qui s'annoncent. Nos multiples rationalités que nous venons d'évoquer ne doivent pas être des germes de division qui seraient préjudiciables, voire mortifères pour notre établissement. Donc l'année qui s'ouvre est une belle année pour nous tous, qui devrait voir des formes souples d'organisation se mettre en place, qui devrait voir une université ouverte sur son territoire, ouverte sur l'extérieur, parce que plus une université est ancrée dans son territoire, et plus facilement elle pourra se propulser à l'international. Éric Brunat, qui est là, qui a été longtemps vice-président relations internationales dans cet établissement, avait très souvent cette formule à l'esprit et dans la bouche, pour résumer cela. Et Bernard Saint-Giron, l'ancien DGCIP, a prononcé une formule de ce type à une dernière réunion. Les universités doivent porter la convergence sur leur territoire. Donc je crois que voilà ce qui résume bien en fait notre projet. Je crois que Thierry Mandon, que je rencontre dans quelques jours, dès mardi, d'ailleurs, m'a d'ores et déjà fait savoir qu'il partageait pleinement cette idée et qu'il accompagnerait notre université dans cette démarche-là. Donc à toutes et à tous, à travers à la fois ce bilan, mais surtout un bilan programmatique pour nos universités, pour notre université, à toutes et à tous, je souhaite une excellente année universitaire, donc 2015-2016. Je n'ose plus vous souhaiter une bonne rentrée, parce que la rentrée, maintenant, elle est bien loin derrière nous. Et je vous souhaite à la fois beaucoup de succès personnel, de bonheur personnel, et de succès et de bonheur professionnel tout au long de cette année. Encore merci.